Tu me corrigeras, mais l'invité qu'on a aujourd'hui est cofondateur de 8D Technologies. C'est une entreprise qui est derrière les vélos Bixi, Bixi. T'as vu comment tu peux oublier ça? Je prenais mes Bixi pas tout moi. l'été. T'as jamais pris de Bixi? Non, je peux pas l'oublier. Je peux pas l'oublier. Ça passerait pas comme si t'étais d'accord. L'invité d'aujourd'hui est derrière l'entreprise 8D Technologies, qui est derrière les Bixi. Et elle est aussi sur plusieurs conseils d'administration. Elle est aussi entrepreneur en résidence au Syntec. Bonjour Isabelle, Bonjour Amine, comment ça va? ça va bien toi? Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi. J'ai bien aimé le contact qu'on a eu les premiers jours au Syntec. C'est la passion que tu partageais, l'inspiration que tu donnais, la bienveillance que tu avais aussi avec ton partner, qui est ton frère, dans 8D Technologies. Et je voulais faire cette entrevue avec toi pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu peux en inspirer d'autres, en faire autant en entrepreneuriat et même dans la vie de tous les jours. Mhm. Il n'y a pas que des entrepreneurs dans la vie. Non, effectivement. Et on a des valeurs, je pense, et il y a un parcours qui peut en inspirer. Et les entrepreneurs ne sont pas que des entrepreneurs. Absolument, absolument, absolument. Ouais. Alors, je commencerai l'entrevue par, j'aimerais bien que tu te présentes avec tes mots. Et aussi parler un peu de ton enfance. C'est comment t'es rendu là? Ça prend quand même un certain parcours pour être entrepreneur, qu'on s'en rende compte qu'on est entrepreneur. Et je veux comprendre ça. OK, alors, je me présente, Isabelle Bété. J'ai de la difficulté à te dire en un mot qui je suis parce que je suis à la base multiple. Je ne suis pas que entrepreneur ou que mère parce que j'ai 2 enfants, jumeaux jumelles, femme d'affaires ou sœur, frère, conjoint, etc. J'ai des facettes multiples et c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est drôle parce que tu parles de mon enfance. J'ai toujours adoré la natation. Je pense que j'ai su nager avant de marcher. Et quand j'étais toute petite, on m'avait proposé d'embarquer dans une équipe de compétition en natation à 5 ans. Et à ce moment-là, j'avais dit non, je ne veux pas parce que je ne veux pas que nager dans la vie. Moi, je veux tout faire. Donc, très tôt dans le processus, pour moi, je ne voulais pas faire de choix parce que je voulais tout. Et j'ai toujours voulu toucher à plein de choses. Et donc, pas me faire catégoriser ou moi, je ne fais que ça ou je ne suis que ça. Donc, ça a commencé très, très tôt, ça. J'ai jamais voulu faire d'olympique comme tel parce que pour moi, juste un sport, ça aurait été très limitatif. Et finalement, j'ai fait les Olympiques avec mon entreprise parce que quand tu fais lever une start-up jusqu'à un exit, c'est vraiment des Olympiques. Le focus est assez total, puis on fait ça, presque 24/7. Donc, moi qui avais dit qu'il ne ferait jamais que ça, alors j'ai fait que ça avec une entreprise. Mais ouais, ça me définit pas mal. À 5 ans, tu avais le choix Ouais. et tu avais dit non. J'avais dit non. Assez surprenant. Oui, c'est drôle. Ouais. Et tu sais, tu arrives aux études universitaires, qu'est-ce que tu as étudié? En fait, très tôt, j'ai appris la musique. Alors moi, la sœur de ma mère jouait dans un orchestre symphonique, puis très tôt, j'avais 2 ans, mes parents nous avaient amenés, puis en sortant de là, j'avais dit, je veux jouer du violon. Donc, c'est petit, 2 ans. Mais à ce moment-là, mes parents m'ont dit, bon, ça va lui passer, mais j'ai pas lâché. Et 6 mois plus tard, j'ai commencé à apprendre le violon. Alors, je n'étais pas du tout une enfant prodige, mais j'avais une bonne oreille et j'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai fait une école où il y avait un mix de musique et au primaire, musique et académique. J'ai continué ensuite plus vers les sciences. Donc, le cégep, j'étais en sciences pures. Et rendu à l'université, j'ai vraiment fait un choix par processus d'élimination. Donc, je voulais m'ouvrir le plus de portes possible. C'était cohérent avec mon approche de « je vais tout faire ». Donc, j'ai éliminé les sciences parce que j'adorais les maths, les mathématiques, mais je ne me voyais pas être actuaire ou professeur. Je ne me voyais pas en médecine. Donc, je suis vraiment allée vers ce que je croyais qui m'ouvrirait le plus de portes, les affaires. Donc, j'ai étudié au HEC en marketing, gestion internationale. Puis, gestion internationale, juste parce que dans mon désir de tout, ben l'international, pour moi, c'était mon terrain de jeu. Donc, j'aimais la connotation. Alors, c'est ce que j'ai fait comme étude. Souvent, on se retrouve à faire des études internationales, mais il n'y a pas beaucoup d'internationales. Les études internationales. L'intention était là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Et bizarrement, quand j'ai terminé ma dernière année d'université, j'avais le choix de faire l'entrepreneuriat. Donc, de partir un projet entrepreneurial, on monte un projet, les professeurs nous assistent
et on sort de l'université et on garde ce même support puis on lance notre entreprise. Donc, j'avais monté le projet, ça avait été approuvé. Puis à minuit moins une, j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai décidé que je voulais voir c'était quoi une expérience de travailler avec d'autres. Donc, je suis rentrée dans une multinationale, Xerox. Et j'avais oublié cet épisode-là jusqu'à ce que ça me revienne des années plus tard que, hey, j'avais souhaité me lancer en affaires, mais j'ai fait 8 ans de multinationale après ça. Et ça m'est complètement sorti de l'idée jusqu'à temps que ça revienne en force. Donc, sur l'université, tu avais l'option d'entreprendre. Tu es parti en entreprise. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aux études universitaires. Est-ce que tu penses que tu as étudié a été pertinent pour toi lors de ton expérience professionnelle ou pas du tout? Est-ce que ça a été pertinent? Ça dépend comment on le regarde, mais pour moi, c'est un incontournable d'avoir un papier, un diplôme. Donc, j'aurais fait des études universitaires, c'était certain. Pourquoi? Je ne sais pas, probablement que ça vient de ma famille, l'éducation que j'ai eue. Pour moi, c'est pour avoir une certaine crédibilité de base, ça prenait un minimum d'études. Puis, est-ce que ce que tu apprends à l'université va s'appliquer directement au travail que tu fais? La réponse à ça est probablement que ça dépend des programmes. Plus c'est spécifique, plus c'est appliqué, plus ça s'applique. Dans le cas des affaires, c'est beaucoup plus vaste, mais en tout cas, tu apprends à apprendre, tu apprends à travailler en équipe, ce qui est vraiment un défi. Donc, tu apprends tout un paquet de choses. Tu fais aussi des contacts, tu fais aussi des rencontres. Donc, mais pour moi, rendu à la fin du parcours, c'était vraiment un défi parce que l'école, ça représente quelque chose de très théorique, alors que je suis quelqu'un de très pratique. Je suis dans l'action, j'aime faire des choses concrètes. Donc, c'est difficile pour moi de m'asseoir sur un banc d'école et d'écouter, de garder mon attention pendant des heures et des heures. C'est très compliqué. Donc, j'étais contente de boucler la boucle de ce processus-là, disons. De sauter dans la vraie vie. Pour moi, c'était un gros plus. Parfait. Là, tu fais tes études, tu rentres chez Xerox. Oui. Et peut-être d'autres entreprises. Oui. Tu as fait ça pendant 8 ans, c'est pas rien. Raconte-moi tes échelons et comment tu as trouvé ça. En fait, chez Xerox, je suis rentrée dans ce qui n'était pas très populaire à l'université, les ventes. Donc, ça avait très mauvaise presse pour une raison que je peux peut-être comprendre, mais pas vraiment en fait, parce que les ventes, pour moi, c'était le défi était assez incroyable. Je suis rentrée dans une division qui était habituellement des promotions internes, puis ils avaient fait un projet pilote cette année-là, donc avec des finissants universitaires. La division d'imprimantes de mainframe, donc des gros trucs qui coûtent 1,5 million. Et moi, je ne connaissais rien à rien. Je n'étais pas bilingue à ce moment-là. J'ai été engagée bilingue. Je ne sais vraiment pas comment je me suis débrouillée en entrevue, mais ça a fonctionné. Fake it until you make it. En fait. On a fait un nombre record de vues ces derniers temps et je tiens sincèrement à vous remercier de votre engagement et de votre soutien. Toutefois, je vois aussi que la majorité ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner tout de suite en bas à ma chaîne. Cela va m'encourager énormément à continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre en avant les entrepreneurs, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Merci. Toute la négociation, tout ce processus-là de partir de zéro puis d'amener un des clients à finalement dire oui et faire une transaction, ça pour moi, le défi, qui est le défi humain, a toujours été très, très excitant. Donc, rapidement, je me suis découvert des aptitudes pour la vente. On est très bien formés aussi chez Xerox, il faut le dire. Là, ils investissent énormément. Et donc, rapidement, je travaillais avec des gens seniors. J'étais comme assistant sales rep. Puis rapidement, j'ai fait à mes patrons, donnez-moi n'importe quoi comme territoire qui ne fonctionne pas pour personne, puis laissez-moi aller. Et c'est ce qu'ils ont fait, puis ça a très bien fonctionné. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Après ça, j'ai eu une opportunité dans une autre entreprise qui était plus, je dirais, plus horizontale en termes de l'offre. Il y avait services, produits et tout. Une compagnie qui a été rachetée par G Capital. J'ai fait un bout de temps dans cette autre compagnie-là, toujours dans les ventes, mais là, avec des territoires plus grands, beaucoup de chiffres d'affaires, énormément de défis. Et j'ai fait ça jusqu'à temps que, finalement, j'ai fait le tour du jardin. J'aime la diversité. Je peux dire que je m'ennuie relativement vite. Donc, ça me prend beaucoup de défis. Ça me prend... faut que le feu brûle. Ouais, et pour moi, les ventes, c'est un peu... C'est très stimulant, mais on est toujours dans le même créneau. Et quand j'ai laissé ça, je suis partie... J'ai vraiment fait une cassure. Je suis partie voyage sac à dos 3 mois en Asie. Et quand je suis revenue, c'était clair. J'avais vraiment fait la coupure. Je me lance en affaires.
Et pour moi, se lancer en affaires, c'est vraiment le 360. C'est vraiment, les entrepreneurs, on est tellement des généralistes, dans le sens qu'il faut toucher à tout. Moi, j'arrivais non pas avec la tech comme background, mais avec les affaires, la vente, le marketing. Donc, c'était ma force. Alors, je me suis vraiment jetée dans le vide. Et si je me rappelle bien, tu t'es lancé en consultation. En consultation, oui. Okay. Ouais. En consultation, parce que j'avais aucune idée quoi faire. J'ai décidé de partir en affaires sans savoir quel était le sujet et le propos. Fait que je me suis dit, ben tablons sur nos forces. Donc, j'aidais des entreprises, finalement, à commercialiser des produits, principalement nord-américains. Je travaillais sur des plans stratégiques, des plans d'affaires pour lancer des nouvelles divisions, des nouveaux produits, des choses comme ça. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et c'était qui tes clients? C'était des clients essentiellement basés ici à Montréal, des PME pour la plupart. Tu les approchais? Oh, ça, c'était très drôle. J'ai toujours fait pas mal de cold call. Donc, les introductions puis tout ça, moi, je ne m'embarrassais pas tellement de ça. Donc, je lisais les journaux, le journal des affaires, etc. Puis à un moment donné, je faisais « OK, lui, je pense que je pourrais l'aider. » Ça faisait rire mon conjoint dans ce temps-là beaucoup. C'est comme « OK, tu vas l'appeler, là? » Je dis « Ben oui, je vais l'appeler. » Et c'est ça que je faisais. Et je m'entêtais et je finissais par avoir mes rendez-vous. Et c'est comme ça que je décrochais essentiellement mes clients. Cold calling. Tu dis que la vente, c'est un art. You cracked the code. Ça a fonctionné pour toi, d'une certaine manière. Mais ça marchait, oui. Et si tu résumerais ça en une ou deux phrases, la vente, c'est quoi? C'est un art. Mais encore! Mais la vente, c'est arriver à convaincre, mais en vendant à l'autre quelque chose qui répond à son besoin à lui. Donc, la vente, ce n'est pas un acte personnel et égocentrique. C'est vraiment, il faut que l'autre personne y trouve son compte. Et c'est de transférer finalement ce besoin que l'autre n'a pas nécessairement compris qu'il a, ou de cette façon-là, puis d'arriver à le convaincre, mais sur des bases qui vont être gagnantes pour lui. Et c'est cet exercice-là qui est difficile, parce qu'en vente, ça m'est arrivé de conclure des ventes, il reste seulement le contrat à signer. Et pour une grosse compagnie, je me souviens d'être débarquée dans le bureau du CFO où c'était l'heure de signer. Ça a pris 2 heures à le faire signer, parce que quand je me suis présentée, il avait ce qu'on appelle en bon français « cold feet ». Donc là, il remettait en doute un paquet de trucs, il n'était plus certain. Alors, il a fallu que je reprenne le processus pour revenir sur les éléments qui faisaient que c'est une bonne idée, parce que quelqu'un qui accepte de signer un contrat, qui accepte d'acheter quelque chose, casse chez lui un certain statu quo. Donc, il faisait les choses d'une certaine façon, puis toi, tu changes ça parce que tu proposes. Et ça, c'est difficile parce qu'on est confortable dans notre statu quo. Donc, cet exercice-là, c'est l'humain en avant de toi qu'il faut que tu convainques, et c'est pour ça que la vente, c'est hautement du sur-mesure. Il faut que tu arrives à, justement, crack the code dont tu parlais, mais pour chaque personne. Comment tu arrives à toucher cette personne-là? Tu sais, on dit en anglais « people buy from people », et c'est tellement vrai. Il faut que ce courant-là passe pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure. Et toi, comme vendeur, tu as une responsabilité. Tu ne peux pas vendre n'importe quoi et dire n'importe quoi. Tu as une responsabilité. Quand tu vends à l'autre, il faut que tu remplisses tes promesses. La personne va acheter à cause de ce que ça lui apporte. À lui, il faut que tu livres. Donc, ce n'est pas quand tu as signé que « ah, c'est fini, bonsoir ». Signer, c'est le début. Et si c'est vrai que pour un vendeur qui travaille en vente dans une entreprise, quand il signe, bien, il continue, prochain client et tout. Quand on est un entrepreneur, la vente, c'est le début. Ses clients, on les veut pour toujours. Ces clients vont devenir nos meilleurs vendeurs pour les prochains clients. Donc, c'est tout un écosystème, la vente, qui commence petit, mais qui finit grandiose. Parfait. Tu as fait ça combien de temps, ton entreprise de consultation? 4 ans. 4 ans. Oui, 4 ans. Puis au bout de 4 ans, ben en fait, je m'en suis rendu compte en cours de route, je n'ai pas le profil et la personnalité d'une consultante. Conseiller, pour moi, c'est insatisfaisant dans la mesure où j'ai découvert que ce que je voulais, c'était bâtir. Et je voulais avoir le contrôle de mon destin. Pourquoi? Donc, je sens en moi. Pour moi, quand j'arrivais avec, disons, un plan d'affaires ou un plan stratégique, je présentais ça aux dirigeants en face de moi. C'est comme, let's go, on le fait. Puis les gens disaient, ah ben merci beaucoup, alors on verra ça. Mais non, mais il y a une fenêtre d'opportunité, c'est le temps. Et ça, c'était pas mon rôle. Mon rôle, c'était ce que j'avais fait au niveau de la consultation. Donc, il y avait une frustration chez moi, certaine, et je me suis dit, non, là, moi, je vais faire des plans que je vais exécuter pour faire lever
ce que j'aurais bien envie de faire lever. Donc, j'ai vu à ce moment-là que ça n'allait pas le faire. Je n'étais pas une conseillère ni une consultante. Je parle en connaissance de cause. Je fais 12 ans de consultation et c'est vraiment frustrant de travailler pendant des mois sur un plan. Tu arrives, tu proposes, c'est beau, on t'applaudit, on met ça dans un tiroir parce que justement, comme tu le dis, les gens ont peur du statu quo. Et c'est vraiment une frustration quand moi aussi, j'ai fait le choix de passer vers l'entrepreneuriat et bâtir des choses parce que certains ont la personnalité, il faut juste le savoir. Vraiment. Moi, je ne l'avais pas. Et là, le partenariat avec ton frère? Oui, mais en fait, mon frère, on a parti à peu près en même temps, nos deux entreprises. Lui était en consultation informatique, moi j'étais en consultation commercialisation. Puis on avait des conversations parce que lui et moi, on est extrêmement complémentaires. Donc, lui est tombé dans la marmite tech quand il était petit, donc vraiment. Puis en même temps, il y a une belle tête d'affaires aussi. Et moi, j'étais à l'autre extrême avec la commercialisation. Donc, on était vraiment complémentaires. Mais moi, le frein, c'est que j'avais en fait peur de travailler avec quelqu'un de ma famille parce qu'on avait tous entendu ces histoires de famille qui éclatent parce que quand il y a des conflits en affaires, ça détruit la famille. Et moi, j'ai une famille tissée serrée avec mes parents, ma soeur, mon frère. Je ne voulais pas me mettre ça à risque. Mais à un moment donné, est venue une opportunité, est venue, tu sais, à force de se parler, on a commencé à voir des choses. Puis on a décidé de plonger, d'unir nos forces. Puis on s'est dit, écoute, famille en premier. Et puis s'il se passe quelque chose de nouveau à faire, bien, ça sera la famille qu'on privilégiera avant. Ça va être le seul code qu'on aura, mais ça va être ça. Puis on part. Écoute, il y a eu des chicanes quand même. Il y a eu des, comment dirais-je, des feux d'artifice. Parce que non, on n'était vraiment pas toujours d'accord. Il a fallu apprendre à travailler. Ce qui a fonctionné quand même bien pour nous, c'est vraiment de diviser les livrables. Donc, moi, je m'occupe de ça, je suis responsable de ça. Tu as droit de regard au niveau, on se partage l'information, on discute bien sûr, mais c'est mon livrable. Donc, il va falloir que je livre. De la même façon pour l'autre. Donc, on avait vraiment découpé le patchwork, là. Moi, c'est ça, toi, c'est ça. Donc, Et quand on chevauchait, c'est là que les feux d'artifice intenses arrivaient. Ça créait des conflits. Mais la beauté de la chose, c'est que je pense qu'on savait de part et d'autre qu'il fallait vraiment mettre beaucoup d'eau dans notre vin pour que ça fonctionne. Ce qui fait que je dis à la blague, à la fin, on buvait de l'eau. Mais donc, quand on a eu des conflits, quand on a chevauché, on n'était pas d'accord, ça a été intense. Mais bref, il n'y a jamais eu d'amertume qui est restée. Moi, j'ai toujours pensé, si j'ai des batailles à mener, ça ne sera pas à l'interne, ça va être sur le terrain, à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il faut que ça reste sain en interne. Puis la force avec mon frère, c'est qu'on avait une confiance, en tout cas, moi, j'avais confiance en lui à 300 %. Donc, les deux, dos à dos, on faisait le 360 pour la business et je savais qu'il n'y a jamais aucun coup qui allait venir de celui qui me baquait en arrière. Tu sais, ça a été vraiment un partenaire hyper solide pour moi et ça a été une force dans l'entreprise. Écoute, je pense qu'on pourrait faire tout un épisode sur cette entreprise-là. Il y a eu tellement En tout cas, pour moi, c'est une des unicorns du Québec. Raconte-moi l'histoire. On va essayer de rester bref, mais on va essayer de rester bref. Je trouve, tu sais, le parcours, les rebondissements, l'international, tout ce que vous avez fait, quand même assez inspirant. Mais raconte-moi ce parcours-là. Bien, en fait, si j'essaie de te résumer, alors nous, quand on a démarré, à l'origine, on était plus dans la consultation informatique. Donc, il y avait des revenus qui rentraient de là avec le désir de faire une compagnie de produits. Donc, on a décidé de développer un produit, finalement, qui correspondait plus aux ambitions peut-être de mon frère. C'est un genre de OS, une plateforme, etc. Moi, j'avais dans ma mire à qui on va vendre ça. Donc, on visait les Fortune 500. Donc, on a collaboré sur un projet de produit qui réunissait nos deux passions d'une certaine façon. Dès le départ, vous aviez en vision l'ambition d'aller viser les Fortune 500. Oui. Puis pour moi, quand je dis que j'ai étudié en gestion internationale, l'international a toujours été mon terrain de jeu. Fait que pour moi, c'est clair qu'on allait vendre ça au monde entier. D'entrée de jeu, c'était ça. On peut commencer ici, mais il faut que ça soit quelque chose qui scale. C'était clair. C'était vraiment pas gagné. Non, vraiment pas. D'autant plus que, tu sais, on a fait des erreurs de débutants. Tu sais, aujourd'hui, c'est chouette avec l'écosystème qu'on a, qui est vraiment fort, avec les incubateurs, les accélérateurs, c'est très bien.
Mais nous, on était un peu sur notre île et des erreurs, on en a faites une et une autre, dont celle dont je viens de te parler. Alors, on part avec un produit qu'on développe, on arrive sur le marché avec ça, c'est quand même quelques années de développement, pour réaliser que la vente n'est vraiment pas faite. Donc, on commence à jaser avec des gros joueurs comme des IBM de ce monde, puis on a une plateforme qui permet rapidement de développer des applications et plus d'innovation là-dedans et dans des temps records parce que la base est déjà automatique, etc. Donc, sur papier, c'est fantastique. Dans les faits, non. Pourquoi? Parce qu'un IBM avec qui on jase, je trouve ça super le fun, on a des belles conversations, mais moi, je ne vois pas de bons de commande à l'horizon parce que tu demandes à ces gens-là, finalement, d'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça. C'est une plateforme générique. Fais ce que tu veux. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens veulent que tu leur livres un truc fini. Voici ce que ça va faire pour toi. C'est un début, c'est une fin. Donc, rapidement, on a réalisé que ça n'allait pas marcher parce que l'erreur de débutant qu'on a fait, c'est pas aller sonder notre marché avant de développer. On est parti de façon très enthousiaste. C'est ce qu'on dit au Santec de ne pas faire, on l'a fait. Alors, quand je dis aux gens, mauvaise idée de faire ça, c'est très senti. Je l'ai vécu dans mes tripes. Ça nous a coûté temps et argent. Quand on a vu ça rapidement, puis tu sais, ce que je pense aussi, c'est que dans l'histoire de 8D, il y a eu énormément de coups durs, dont le premier au début des années 2000 avec l'éclatement de la bulle des technos. On avait un gros client, nous, qui à ce moment-là a fait faillite. On a perdu énormément d'argent. Dans l'éclatement de la bulle des technos, les compagnies tech tombaient comme des mouches. Nous, on s'appelait 8D Technologies, fait qu'on n'avait pas bonne presse parce que le secteur des technos au complet était très touché. Ça a été extrêmement compliqué. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a développé notre produit. Et c'est dans ce contexte-là aussi que moi, en fait, il n'y a pas de timing, mais à un moment donné, il faut que tu en trouves un. Ça n'allait pas très bien avec l'éclatement de la bulle des technos. Alors, moi, j'ai décidé que le moment était venu d'avoir un enfant. Bon, l'horloge, tu sais, je ne peux pas faire ça quand j'ai 80. Donc là, je me disais, ça va très mal en affaires. Donc, si j'ai un enfant, c'est un projet très positif. En moyenne, ça va bien aller. Ça, c'était mon raisonnement. Pas évident, peut-être douteux pour certains, mais je suis partie avec ça. Et je suis tombée enceinte de jumeaux jumelles. Alors, très efficace en termes de productivité. La chance que j'ai eue, c'est que ma grossesse s'est super bien passée. J'ai finalement accouché à terme dans ce marasme-là. Donc, avec les enfants, j'ai presque accouché sur mon bureau, tu as l'entreprise. Donc, tu continues à développer. Les enfants te donnent beaucoup de recul, je vais te dire. Tu sais, quand on encaisse des coups durs, puis tu reviens chez toi le soir avec ces petits-là, tu sais, ça met les choses en perspective. Donc, zéro regret, que du bonheur à ce niveau-là. Je ne dis pas que ça a été facile. Je ne dis pas que j'avais des longues nuits de sommeil. Rien de ça, mais aucun regret. Donc, c'est dans cette période-là qu'on réajuste le tir parce que là, la plateforme générique, ça ne va pas. Donc, on rencontre un partenaire qui nous dit « Ah, tel client, c'est dans le domaine du stationnement commercial, aimerait avoir des solutions de paiement sans fil en temps réel parce qu'il y a beaucoup de fraude. » Tu sais, imaginez payer une borne de stationnement, la carte est frauduleuse, mais le paiement est processé 3 jours plus tard. L'opérateur perdait tous ses sous, donc il voulait du temps réel. Alors, nous, on avait la plateforme pour faire ça. Il nous manquait quelques composantes hardware, notamment, parce qu'on était dans des bornes. Donc, on s'est mis à développer les cartes électroniques parce que ça n'existait pas sur le marché. On était solaire, donc sans fil, pas d'électricité. Alors, on est rentré dans le merveilleux monde du hardware à ce moment-là. On n'était que logiciel. Donc, ça, c'était une étape. Comme tu disais au début, tu n'avais aucune idée de c'était quoi l'informatique, tu entres là-dedans. Exact. Même problème, mais tu as quand même des patterns d'apprendre quelque chose que tu ne connais pas. Oui, et mon frère, qui lui est la tête tech, a quand même, je veux dire, lui avait des connaissances, moi, assez largué. Et c'est une bonne chose dans un certain sens parce que c'est pas facile le hardware. Ça coûte extrêmement cher. C'est physique le truc. Hein? Donc, quand tu as des problématiques, il faut que physiquement tu puisses remplacer tes choses. Fait que si tu vends partout dans le monde et tu as des problèmes physiques, physiquement, il faut que tu te bouges pour régler les problématiques. Ce qui est différent du software, tu fais des petits updates over the air, des choses comme ça. C'est pas que c'est facile le software, mais tu as une légèreté que tu n'as pas avec le hardware. Bref, on l'a fait. On est rentré dans ce monde-là. Et là, on a fait la première vente qu'on a fait, c'est Montréal, la ville de Montréal qui est partie en appel d'offres. Ils voulaient remplacer leur petit parcomètre par des bornes intelligentes de stationnement. Et on a soumissionné avec notre partenaire qui, lui, avait la borne. Nous, on avait arraché l'intérieur, donc on avait remis l'intelligence qui était la nôtre à l'intérieur, donc « Powered by AD ». C'était notre solution. Et on a gagné. Au début, c'était 500 bornes. Qui est devenu 1500 bornes parce que ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Et on s'est mis à commercialiser cette solution-là en Amérique du Nord. Fait que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais
tu as tout un chemin là-dedans où là, tu essaies de, tu sais, le fameux hockey stick, tu essaies de faire décoller ça. Et là, tu te dis, regarde, avec la solution que j'ai, c'est vraiment une solution qui fonctionne dans n'importe quel appareil de paiement. Alors là, on s'est dit, OK, alors on peut diversifier. Donc, on s'est rapidement diversifié. Écoute, on avait notre solution de paiement qui était dans une vending machine au Mexique, dans une ticketing machine à Singapour. On s'est vraiment poliment diversifié, moins poliment éparpillé. Et là, ça a été comme notre chemin d'Amas, là, vraiment pas évident. Parce que le problème de faire ça, autre erreur dont on parle ici, c'est que il faut que tu attendes d'être vraiment installé avec succès dans un marché avant de commencer à ouvrir d'autres portes, d'autres créneaux. Nous, on a pas mal tout fait en même temps, à l'international en plus. Extrêmement difficile. L'entreprise a fait up and down, mais n'était pas capable de prendre son envol. Et c'est comique parce qu'à un moment donné, vers le milieu des années 2000, on a les gens du MIT Entrepreneurship Center à Boston qui sont descendus ici pour aider le gouvernement à aider nos PME, nos startups à décoller à l'international. Aux États-Unis, ils avaient plus d'ancienneté au niveau des techs. Donc, ces gens-là sont débarqués et on a eu la chance de faire partie de la première cohorte. Et là, j'ai tellement appris, parce que moi, j'ai tout appris sur le tas. Tu sais. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je n'étais même pas capable de dire que j'étais une entrepreneur. Je ne savais même pas j'étais quoi. Je ne m'identifiais à rien. J'étais juste en train de faire, bâtir, mais... Alors, avec ces gens-là, là, j'ai compris ce qu'on avait fait à date, les cycles dans l'entreprise, qui j'étais comme entrepreneur, les cadrans, les machins. C'était fascinant. Et j'ai appris aussi, je me souviens, on avait fait une session, c'était un samedi, on a appris le F-word. Focus. Puis là, j'ai dit focus. On dit focus, nous autres. On a notre solution, paiement, etc. Non, parce qu'on l'installe dans toutes sortes de machines à gauche, à droite, ce qui fait qu'on vivote comme tel. Et le lundi matin, on s'est assis au bureau et j'ai dit, bon, là, il faut resserrer. Alors, on a ce qu'on appelle désélectionner des clients. Donc, des créneaux où on ne voulait plus être, on a racheté certains contrats, on a fermé des trucs pour vraiment se regrouper puis dire l'intelligence qu'on développe, logiciel et matériel, on va l'installer que dans nos machines. Donc, on a développé la borne au complet, qui était l'interface avec le client, celui qui a la borne et celui qui signe le contrat avec le client. Donc, on s'est préparé pour la prochaine vague dans un marché qui était le machine-to-machine, le M2M, donc pas d'intervention humaine. Et là, on avait déjà un premier créneau qui était le parking, puis on était ouvert à d'autres créneaux. Et c'est arrivé quand on a fait tout ce travail-là. On a un client à Montréal qui est venu nous voir, puis il nous a dit « Ouais, on aimerait ça installer comme le Vélib à Paris, les vélos en libre service, on aimerait ça faire ça à Montréal. Vous, aider avec votre plateforme, on avait déjà la solution de stationnement, pouvez-vous le faire? » Et ça, c'est arrivé. Et là, à l'interne, on a regardé ça, puis comme deuxième patte, le bike share, le vélo en libre service, on voyait le potentiel, l'engouement et le timing. Le parking est une solution, je dirais, un peu dinosaure dans la mesure où il y en a toujours eu. Le bike share, la promesse de la solution verte dans des villes qui voulaient justement avoir une meilleure image, avec des citoyens qui souhaitaient ce mode de transport, on a vu le potentiel. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en 2 semaines la solution sur papier. Donc, on a monté une première station avec les bornes, les bornettes, les vélos, des gens. Et nous, on était sur la Maisonneuve, donc on a fait comme si la solution de vélo était installée devant nos bureaux. C'était, avec des designers industriels, c'était criant de vérité. Et on a recontacté notre client à Montréal et on a présenté une grande affiche. Notre MVP, là, c'était une grande affiche. Puis on a dit, ben voilà, c'est ça que vous voulez? On peut le faire. Alors, est-ce que vous êtes rentré dans le développement du vélo, etc. Parce que, tu sais, c'est pas le vélo. Okay. On a touché à tout, sauf le vélo. De la même façon que dans le parking, on ne touchait pas aux autos non plus. Donc, pour nous, c'était vraiment la grosse borne, l'intelligence à l'intérieur, la petite borne, la plaque à terre, les solutions sans fil de paiement, tout le solaire, la gestion du solaire, les panneaux solaires, tout ça, on a fait ça. Donc, logiciel matériel, communication, paiement, c'était énorme. Et parce qu'on était depuis si longtemps dans le stationnement commercial, tout était dérisqué au niveau de paiement. Les solutions de paiement, tu sais, d'être capable d'aller chercher l'argent là où une banque ne peut pas aller dans la rue, on l'avait fait. Puis on l'avait fait dans différentes géographies, dans différentes conditions. Sur le bord de la mer versus ici, pour le hardware, ce n'est pas la même réalité. On a vécu des choses hallucinantes. Mais bref, c'était dérisqué. Donc, quand on a présenté ça à Montréal, l'engouement a été immédiat. Ils ont fait
en fait, une conférence de presse et, pour livraison du projet 1 an plus tard. Wow. Alors, ça a été une année rocambolesque. Comment dire? Tout ce qui pouvait mal aller a mal été parce que c'est vraiment complexe. Puis nous, on avait pris une décision. Déjà que moi, j'avais un frein par rapport au hardware. Là, on s'était lancé dans la borne en plus. Donc, en termes de risque, c'est quand même important. Mais pas question qu'on ait une usine. Donc, on fonctionnait avec des tierces parties, une chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux et il y en a eu. Mais bref, on a livré dans les temps la solution. Et là, tu sais, quand on dit l'opportunité qui rencontre le timing, ça a vraiment été ça. Donc, Montréal, c'est parti en force. Notre solution fonctionnait, mais vraiment bien, de jour 1, même s'il y a toujours des choses à régler. Et c'était tellement médiatisé que ça avait affaire à bien fonctionner, sérieusement. Dans la même année, on a fait une deuxième phase. Donc, on a implanté une autre phase de borne à Montréal. Et là, le téléphone s'est mis à sonner. Là, ça a été les villes aux États-Unis. Là, le hockey stick, on a installé 6 grosses villes en 18 mois. Puis quand je dis grosses villes, là, grosses villes. Londres, au UK, énorme ville. On a fait Boston, on a fait Washington, Melbourne en Australie. Ça a décollé du feu de Dieu, vraiment. Est-ce que tu as eu le temps de penser à ton succès pendant ce temps-là ou non, tu étais vraiment dans le rush? Ce qui est très drôle, c'est que j'ai réalisé que quand tu es justement dans ton hockey stick, la violence de ce que ça implique pour une entreprise, tu ne sais pas si tu es en décroissance ou en croissance. L'intensité de ce que tu ressens en termes de problématiques, parce que ta structure n'est pas faite pour grossir si vite. C'est vraiment ça. OK? Tu ne sais pas si ça va bien ou si ça va mal. C'est juste absolument rock'n'roll. Puis il faut que tu prennes une distance pour dire « Hey, tu vas bien, c'est super ». Mais ce que tu vis à l'interne, c'est l'enfer. Parce que le défi qu'on a, tu sais, on dit toujours qu'il faut préparer l'infrastructure, il faut préparer nos équipes, il faut préparer l'entreprise pour la croissance, mais ça coûte tellement que ce n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Et la particularité de 8D, c'est qu'on a décidé d'y aller sans venture cap. Donc, on n'avait pas de financement en capital de risque dans l'entreprise. C'est une décision, je dirais, assez personnelle. Je savais que je n'avais pas la personnalité pour négocier des partenaires comme ça. À ce moment-là, c'était très circonstanciel. Donc, on y est allé avec les moyens du bord. On s'est bootstrappé de A à Z jusqu'à l'exit. On a commencé 2 actionnaires, mon frère et moi, et on est sorti 2 actionnaires, mon frère et moi. Je dis toujours, n'essayez pas ça à la maison, juste parce que c'est complexe, mais ça se fait. C'est juste que ça coûte tellement cher, monter une compagnie logicielle et matérielle à l'international, que ça a été très compliqué. Ça a été une grande solution de financement où tu lèves 3 millions, puis là, tu en as au moins pour un petit bout. Non. Nous, c'était du financement de commande, c'était du financement en dette avec des anges, mais en dette, donc remboursable. C'était... financement de commande, ça a été majeur. Pour moi, le temps que, tu sais, j'avais le choix, là, est-ce que je vais lever du financement ou est-ce que je vais chercher des clients? Évidemment, avec mon background de vente, pour moi, aller chercher des clients, c'est un 2 dans 1 parce que pendant que je fais ça, je vais de toute façon être plus intéressante pour des financiers puisque c'est ça qu'ils veulent, se dérisquer en voyant des clients. Donc, c'est clair que je vais aller du côté des ventes parce que c'est ma force aussi, puis parce que c'est ça qui va démontrer que j'ai une vraie business. Puis si je n'ai pas de clients, puis ils ne veulent pas signer, j'ai un problème que je suis aussi bien adressé et pas avec un paquet de monde qui sont mon panel de VC pas contents. Donc, c'est ce qu'on a privilégié. Et le challenge qu'on avait, c'est qu'en gagnant des gros contrats, tu sais, un contrat de plusieurs millions dans lequel il y a du hardware, on n'était pas capable de le produire sans financement en amont. Donc, c'est là, le financement de commande pour financer des PO, pas de la facturage, mais vraiment du financement. Puis, on avait développé des très bons partenariats à ce niveau-là. Donc, on a été très, très créatifs avec le financement parce qu'il n'y avait pas d'autres choix. Franchement, tu as un exemple parfait. On entend souvent les entrepreneurs, vas-y, premier réflexe, c'est va chercher un VC. Et ce n'est pas souvent la meilleure solution. Bien, aller chercher un VC, c'est un outil. C'est quoi le vrai besoin? Et c'est la question à se poser. Quand on revient à la base, OK, avoir besoin d'argent, ce n'est pas une finalité. On a besoin d'argent pourquoi? Puis on n'a pas juste besoin d'argent. On peut avoir besoin de ressources financières, oui, mais de ressources humaines. On peut avoir besoin d'un paquet de contacts, de quoi. Donc, revenir à la base, de quoi on a besoin. Puis quand tu n'as rien, là, tu reviens vraiment à la base parce que tu n'as pas le choix de faire allier avec la créativité pour trouver des façons que personne n'enseigne. Parce que les gens, justement, vont prendre certains raccourcis à cause de qui j'étais. Puis si je te fais juste une parenthèse là, parce que les gens, des fois, vont dire « Oui, mais pourquoi s'être cassé la tête autant que ça? »
Moi, j'avais vraiment le feeling, parce que le premier moment où on a eu besoin d'aller chercher des fonds, c'est quand on a commencé à développer notre tech, donc la solution technologique. Et je suis allée rencontrer ces gens-là. Je les ai tous rencontrés, les VC et autres fonds, je les connais tous. L'affaire, c'est que la première ronde, j'étais enceinte. Alors, tu as une femme enceinte de jumeaux, qui n'a pas d'autres enfants, donc tu ne sais pas comment elle va se comporter, qui n'a pas eu dans d'autres entreprises. Je ne suis pas une entrepreneur en série, il faut quand même que j'en fasse une avant d'en faire une série, n'est-ce pas? Le niveau de risque perçu était dans le plafond. Je n'étais pas un modèle auquel ils pouvaient s'identifier. Je n'étais pas ce qu'un entrepreneur est supposé être, donc je représentais un risque immense. Donc, me faire financer par ces gens-là, rapidement, ils auraient regardé mon profil parce que je le voyais dans d'autres entreprises. Ils m'auraient mis VP vente marketing, puis il y aurait eu un autre CEO et quelqu'un d'autre aurait fait ma business. Et je ne voulais pas ça. Une business, on peut la faire d'1 milliard de façons, mais ça, c'était la mienne, c'était la nôtre, puis il n'était pas question que quelqu'un d'autre décide de la façon dont on allait le faire. Même si on a fait des gaffes, même si on a fait des détours, on s'en fout. C'est vraiment the journey, c'est le voyage, puis ça, je voulais que ça soit notre signature, notre façon de faire. Alors, c'est pour ça que j'ai exclu d'entrée de jeu un financement externe de cette nature-là. Parce que l'argent, c'est une chose, mais ce qui vient avec, à l'occasion de gens qui voudraient gérer d'une certaine façon X, Y, Z, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas fait de la même façon. Parce que nombre de fois, des gens qui sont débarqués dans le dossier nous ont dit « Ben non, c'est impossible, ça ne se fait pas, tu ne peux pas faire ça, mais ça ne marchera pas, mais ça ne marche déjà pas. » Donc, et ça, tu l'entends, tu l'entends. Moi, honnêtement, c'est de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est ton opinion, merci. Moi, je continue. Est-ce que tu avais quelque chose à prouver, à toi-même ou aux autres? Absolument. Totalement. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi un moteur qui était très fort. Qu'est-ce que tu avais à prouver? Pas mal tout, honnêtement. Je pense que dans ma posture, la crédibilité n'était pas acquise. J'avais comme pas... Tu avais le syndrome de l'imposteur? Beaucoup, oui, oui, beaucoup. Et autant j'avais confiance en mes moyens, autant je sentais bien en termes de crédibilité que j'y étais pas. Que je n'avais pas le profil de l'emploi, que je ne correspondais pas nécessairement à ce à quoi on s'attend. Donc, misfit. Pardon? You were the misfit. J'étais différente. J'étais très différente. Tu sais, des gens qui te regardent avec des jumeaux, tu sais, je me souviens dans certains meetings, « Ah oui, tu as des enfants? Quel âge? 6 mois? Jumeaux, jumelles? » Puis là, les visages se décomposent. C'est comme... Ils avaient décidé pour moi que ça ne se pouvait pas. Ils t'ont catégorisé d'une certaine manière. Absolument, absolument. Et moi, je n'acceptais pas ça. Donc, probablement inconsciemment, j'avais approuvé que, hey, c'est possible. Pourquoi se faire toujours imposer des façons de faire, des modèles, Moi, mon plaisir, c'est de faire mon chemin. Puis je vais vivre avec les conséquences, mais je vais faire mon chemin. Et tu sais, tous ceux qui nous ont dit que c'est impossible, que ça ne se pouvait pas, oui, on a pris des risques qui sont énormes. Est-ce qu'on aurait pu se planter? Bien sûr. Mais pour moi, ça n'a jamais été une option. La faillite n'a jamais été une option. C'est un choix. J'ai choisi que non. Puis on a poussé, là, tu sais, on parle de résilience, de persévérance, de travail. Ça n'a pas été simple. Il n'y a rien de tout ça qui a été simple. Mais je n'aurais pas changé de place. C'était mon choix. C'était notre choix. Je n'ai pas envie d'entrer dans les clichés, genre femme entrepreneur. Une fois, je me rappelle, j'ai vu un cadre de félicitations pour être une femme entrepreneur. Je trouvais que ça n'avait aucun sens. Parce que je ne vois pas de différence entre un homme et une femme. Mais il y en a quand même. Dans le sens où c'est pas évident votre parcours. C'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme que pour un homme. Comme tu le dis, avoir des enfants, etc. Et pourtant, tu es resté focus sur cette partie-là. En même temps, tu étais en train de combattre des préjugés qui étaient ancrés dans la société. Et tu essayais de faire ta place avec ça et tu l'as fait. Parce que je ne l'ai pas vu comme ça. Hein. Pour moi, chaque obstacle que j'ai eu, qu'on a eu, était juste ça, un obstacle. Puis pour moi, un problème, une solution. Fait que c'était pas comme « Ah, mais là, il me traite comme ça parce que je suis une femme. Ah, il ne m'accepte pas parce que je suis une femme. Ah, je n'ai pas droit à cette opportunité parce que je suis une femme. » Jamais j'ai fait cette équation-là. Jamais. C'est comme « OK, il y a une porte qui se ferme, il va falloir l'ouvrir. Ou il va falloir passer par le sous-sol ou par le cheminée parce qu'on va rentrer. » Alors, mon mindset, c'était vraiment ça. À bien des années plus tard, après avoir vendu, quand j'ai analysé ce que j'ai vécu, je l'ai vu. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui se sont passées parce que j'étais une femme, mais ça n'aurait pas été utile dans le parcours qu'en plus, je traîne une colère, une amertume, une rancœur. Qu'est-ce que ça aurait donné? Pour moi, j'étais au front.
sais, il y a bien, tu sais, mon parcours, c'est un parcours de guerrière, puis c'est ça. Moi, j'avais un objectif, puis j'allais y arriver, mais peu importe, ça allait passer, parce que c'est ça que j'avais décidé. Point final. Avant d'arriver à ton livre, Mindset, je vais quand même clôturer la partie 8D. Ouais, Déjà, bravo. Et puis, 20 ans, 17 ans. 17 ans dans Ouais. cette entreprise-là. Vous avez eu un exit. Comment ça s'est fait? Comment ça... Ben en fait, d'entrée de jeu, moi, j'ai toujours su, puis avec mon frère, c'était clair qu'on allait la vendre. Tu sais, on est en techno quand même, donc c'était pas le modèle où on allait la léguer à nos enfants et ce genre de choses. On savait qu'on allait la vendre. Normalement, une techno, ça roule plus vite que la nôtre. Mais compte tenu de notre modèle, on a eu des discussions dans la vie de 8D de gens, d'entreprises qui ont eu un intérêt à l'acheter. Ça n'a pas abouti. La fois où ça s'est produit, on était dans un timing où les choses se passaient extrêmement bien. Donc, on avait discuté, le désir, c'était de doubler 8D. On a eu quelques embûches dans le parcours de 8D, des embûches solides, mais là, on venait de gagner le contrat de New York, celui d'Abu Dhabi au Moyen-Orient. Les choses allaient très bien. Et donc, c'est un partenaire stratégique qui est venu nous voir, puis qui m'a dit essentiellement « We should get married ». Puis, We Should Get Married, à ce moment-là, c'était comme, oh, ça m'a pris de court parce que quand une entreprise va pas bien, tu sais, tu la donnerais pratiquement, t'en peux plus. Mais là, on n'était pas dans ça. Donc, quand c'est arrivé, j'ai encouragé la conversation dans le sens, mes amis du MIT disaient toujours « Always entertain a good business conversation ». So, I did entertain. Donc, on a jasé. Et ils ont fait, on a avancé des chiffres comme ça, on jasait, puis ils étaient d'accord. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, OK. Donc là, on a fait le travail sérieux d'évaluation d'entreprise, on est revenu, ils étaient toujours d'accord, d'accord. Donc, on est entré dans ce processus-là essentiellement, jusqu'à la clôture, honnêtement, à un peu ma grande surprise, même si ça a toujours été c'était toujours notre objectif, mais quand tu es pris dedans, honnêtement, c'est un tel tourbillon parce que, tu sais, on a vu plein d'entreprises qui ont eu des discussions au niveau de la vente, qui se sont soldées par pas de transaction. Et au final, ils ont tellement mis d'énergie et de temps que l'entreprise est complètement défaite. J'ai vu des faillites. Oui, mais c'est ça. Ouais. Donc il y avait une transaction, il y avait l'entreprise. Au final, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai vu Donc, ça. pour moi, j'avais la moitié de mon cerveau qui était en due diligence et la moitié de mon cerveau qui opérait comme si on n'allait jamais vendre. J'ai laissé des neurones dans ce processus-là. C'était d'une intensité, mais en même temps, j'avais devant moi un partenaire stratégique. Je voyais pourquoi il voulait nous acquérir, puis il n'y avait aucune question que lui allait changer d'idée parce que dans sa stratégie, c'était un incontournable. Donc, ça fait qu'on a très, très bien négocié pour l'entreprise, pour les employés, les conditions qu'on avait, pour les actionnaires. Donc, on a vraiment fait un super exit. Franchement, j'ai rien à dire. Et nous, on a vendu 100% de l'entreprise à ce moment-là. Mais on a acheté, mon frère et moi, un bloc de minoritaires, mais du grand groupe qui nous achetait pour envoyer un message positif aux employés qu'on y croyait et qu'on était encore là. T'sais, moi, je suis restée 1 an pour la transition. Mon frère était là pour 3 ans du côté technologique. Donc, moi, j'ai joint le conseil d'administration du grand groupe à New York pour presque 2 ans. Donc, ça a été une expérience en soi. Très différent en termes d'apprentissage. C'était assez fantastique. Je trouve que faire des affaires à la new-yorkaise, je ne parle même pas des États-Unis, à la new-yorkaise, c'est tout un art. Et faire des affaires au Québec, totalement une autre culture, c'est très formateur. Tu as vraiment eu la chance de vivre ça. Vraiment différent. Et finalement, on a revendu l'ensemble de l'œuvre à Lyft presque 2 ans plus tard. Donc, à ce moment-là, tout le monde est sorti à la clôture de cet événement-là. Fait que ça a vraiment bouclé la boucle là, de cette presque vingtaine d'années-là. Est-ce que tu as eu genre le baby blues de ton entreprise? 1 an après, tu te retrouves, tu n'es plus dans ce jus-là, dans cette stimulation-là. Je sais que tu avais dit, OK, tu as fait le tour de Xerox, tu as appris, tu t'es ennuyé, tu es parti en consultation, même process, 17 ans dans une entreprise. Il y a un choc post-traumatique après. Est-ce que tu l'as vécu? C'est drôle, hein, parce que c'est exactement le bon mot. Choc post-traumatique. Puis ce qui est spécial, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de ça. Enfin, on ne parle pas de ça. Puis la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est que quand tu vas en entreprise, normalement, tu sais, tu fais un peu d'argent, tu fais beaucoup d'argent. Donc, tu n'as plus rien à dire à partir du moment où tu as vendu ton entreprise puis tu as de l'argent. Ouais, La vie est belle, tu n'as plus rien à dire.
Fait que là, tu es dans une posture où la vie est supposée être belle, puis tu n'as plus rien à dire, mais là, tu aurais comme beaucoup à dire. Parce que là, moi, j'ai réalisé dans ma transaction que j'avais prévu tout pour l'entreprise, les employés, tout, sauf pour moi. Moi, je me suis complètement oubliée dans l'équation. Et pourtant, c'est moi, comme CEO, qui était dans le siège éjectable. Fait que moi, j'avais un an de transition et j'allais sortir après. Écoute, ça a été les 4 années qui ont suivi ça, ça a été probablement les plus difficiles de ma vie. Wow. Et pourtant, la vie était belle. À tous les niveaux, la vie était belle. Puis il y a plein de belles choses qui se sont passées. Mais la perte de repère, le deuil immense, que tu ne sais même pas de quoi le deuil. Tu sais, parce que j'ai voulu faire ça. C'était notre décision et ma décision aussi. Et là, de décortiquer et de comprendre, tu sais, finalement, j'ai fini par comprendre, c'est beaucoup le deuil de l'équipe. Tu as l'impression d'abandonner tes employés. Tu as l'impression... Et ce n'est pas le feedback qui te donne du tout. Les gens sont contents, ils ont été sécurisés, la vie est belle. Mais c'est la façon dont moi, je l'ai vécu, beaucoup la perte de repère, le changement de vitesse abrupte. Puis c'est en allant manger dans cette année-là où je faisais la transition avec un de mes clients qui, lui, était dans un divorce qui avait été épouvantable. Puis il me racontait, qu'il était en choc post-traumatique, il me racontait ses symptômes. Puis là, je suis en train de lui parler, puis je réalise que j'ai les mêmes symptômes que lui, que je suis vraiment en choc post-traumatique. J'ai pratiquement pas dormi la première année. J'étais toujours comme... Je me réveillais le matin en pensant qu'il y avait une mine qui allait sauter dans le salon. J'étais toujours aux aguets, un stress constant. J'ai dû me désintoxiquer littéralement de ma business. C'est pas compliqué, là, me reprogrammer. Mais ça a été long. Puis dans le parcours que j'ai eu, qui était extrêmement intense, tu sais, t'arrives des trucs, là, toutes sortes d'événements que tu n'as pas le temps de gérer ou de digérer. Mais là, quand tu finis par arrêter, là, genre, tout ça, ça sort. Là. Puis là, il faut que tu gères tout ça en même temps. Puis, fait que tout ça, le marasme, écoute, le marasme. Tu vis des chocs pendant que tu es en entreprise. C'est difficile d'être entrepreneur. Tout le monde le dit, mais tu le vis, tu te rends compte, c'est extrêmement difficile. Tu n'as pas le temps de dealer avec tes problèmes. Tu es en train de régler avec les problèmes d'entreprise. Mais une fois que tu as tout fini, tu te retrouves seul avec tes démons. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, qu'on dit. Eh bien, je peux te dire que c'est vraiment ça. Ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais. Fait que honnêtement, puis là, il y a des démarches qu'il faut faire dans ce temps-là. Moi, je m'étais fait une promesse à moi-même. Je n'allais pas repartir dans quelques projets que ce soit avant de m'être calmée. Juste atterrir, là, les nerfs. Et ça, cette décision-là, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites. Parce que, de un, c'est pas nécessairement dans ma nature, je bouge. Et de deux, quand tu rencontres des gens, la première chose qu'ils te disent, c'est Hey, es-tu reparti en affaires? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta business? Il y a des attentes. Comment ça va la retraite? Et moi, la retraite, le concept, je ne suis pas capable. J'arrêterai jamais, je le sais, parce que pour moi, la vie, c'est des projets. Donc, un projet, peu importe ce que c'est, pas nécessairement des entreprises, mais des projets. Donc, tu arrives aux douanes. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Toute ta vie, tu as su ce que tu fais, parce que tu as comme une identité partagée avec ton entreprise. Là, c'est pas Femme au foyer. Ça passe pas. Mais j'étais pas grand-chose, en fait. En fait, je savais plus me nommer, je savais plus me définir, et c'est ça qui a été tellement un grand défi pendant ces 4 années-là. Justement, c'est bien de se déposer, là, mais on se dépose où? On se dépose comment? On fait ça comment? Tu sais, j'avais pas cette expérience-là. Did you heal from that? Oui, mais en fait, j'ai joint un groupe. Moi, j'étais dans le groupement des chefs. J'ai toujours été. Ça faisait 10-15 ans que j'étais là. Mais mon groupe était très opérationnel. Et à un moment donné, j'ai dit aux gens du groupement, j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas des groupes pour les entrepreneurs qui sont post-entreprise, qui sont en transition? Je suis sûre que je ne suis pas la seule. On aurait besoin d'échanger pour essayer de comprendre ce qui se passe, puis envisager les prochaines étapes. Et j'ai joint un groupe comme ça, c'est un genre de projet pilote. Et ça a été très aidant parce que dans une des rencontres qu'on a faites, on est en train de jaser de nos, tu sais, sortons donc notre top 5 de projets de vie. OK? Donc là, fait que moi, je suis arrivée avec 17, évidemment. Et là-dedans, il y avait écrire un livre. Parce que moi, j'adore écrire. Je suis une passionnée de l'écriture, mais je n'ai jamais écrit autre chose que des plans d'affaires ou des lettres d'avocat ou dans un journal personnel. C'est ça que j'ai fait. Et là, écrire un livre, c'est comme, il est ressorti dans mon top 3.
Et il y avait une personne autour de la table, parce que mon club est un mix Europe-Québec, qui a dit « Ah, mais si tu veux écrire un livre, je te recommande de parler à cette personne-là qui accompagne, de parler à cette personne-là qui accompagne des auteurs. » Puis bon, c'était en Europe. Fait que j'ai juste communiqué avec la personne pour dire « ben, je pense éventuellement écrire un livre. » Alors voilà, j'ai été référée par « Merci, bonjour. » Et là, tout de suite, ça a commencé. « OK, tu devrais. » Elle a fait un séminaire. Là, je me suis retrouvée en Belgique avec un paquet d'auteurs, à commencer à réfléchir à... Et c'est né là. Et j'ai commencé à écrire un livre. En fait, le but pour moi, c'était vraiment de partager les clés de ce que j'ai appris, le partager auprès de gens que ça pourrait aider. Et là, les gens pensaient que j'allais écrire un livre sur comment faire une business qui a du succès. Mais c'est pas ça. C'était pas, je voulais pas aller du côté de la plomberie dans le sens le how to build a business, plan d'affaires et machin. Pour moi, ce qui a fait vraiment une différence dans ma vie, c'est le mindset. C'est la façon dont tu disposes l'esprit par rapport aux défis que tu as. Et c'est l'angle que j'ai voulu prendre. Et les gens qui disent « Ouais, mais on pensait avoir une recette du succès. » Mais oui, mais tu l'as. C'est juste qu'elle n'est pas où tu penses. Ouais. Et pour moi, donc le livre est ça, c'est le partage de 10 clés illustrées avec des exemples qui sont essentiellement tirés de mon histoire et autour de moi. Donc, c'est un livre qui est très personnel, mais en même temps extrêmement concret et pratico-pratique, qui permet aux gens d'en retirer finalement probablement des éclaircissements, des idées. Et mon défi, c'est que quand j'ai vendu l'entreprise, mon premier réflexe a été de dire, quand ça va mal, si on aide les autres, ça va déjà moins mal. Donc, quand on aide, ça a un effet. Donc, pour me sortir un peu de mon marasme, puis le Santec m'a contacté à ce moment-là, il n'y avait pas de rapport, puis on dit, ah bon, on fait une cohorte mobilité ville intelligente, veux-tu l'idée ça? OK, pourquoi pas? Et ce que je fais avec le Santec depuis tellement d'années et l'effet que ça a, le feedback que j'ai, tu sais, de réussir à dynamiser des gens, les booster, leur donner confiance et tout, mon pari, ça a été de prendre ça, qui est du one-on-one ou en atelier, et d'avoir un effet de volume, de scaler l'approche avec un livre, mais en transférant cette même énergie-là, en transférant ce même « OK, ça me donne encore plus le goût d'être en action, de me mettre en action, de rester en action ». Alors, c'était ça mon défi avec le livre. Puis, ça m'a pris 2 ans, parce que c'est comique comme processus. J'ai dû faire littéralement du reverse engineering de ma propre personne, dans le sens que j'ai fait beaucoup de choses par instinct. Moi, je n'avais pas de modèle, je n'avais pas de guide. Et là, de comprendre pour différents sujets, parce qu'il y a 10 thématiques dans ce livre-là, comprendre ce que j'ai fait pour être capable de l'expliquer, donc l'amener du côté du conscient, puis en faire quelque chose d'utile pour les gens qui le lisent, ça a été mon défi. Et ça m'a pris 2 ans à écrire ça. Je l'ai passé à travers un comité de relecteurs qui m'a permis de préciser mon marché cible, qui est entrepreneur et intrapreneur. Puis j'ai beaucoup aimé dans mon marché cible les feedbacks que j'ai eus. Tu sais, ça m'a confirmé que oui, ça pouvait marcher. Le transfert d'énergie, même si je ne suis pas là, bien, les gens qui me lisent disent « on t'entend ». Ceux qui me connaissent disent « on t'entend ». On reconnaît ça et l'énergie passe et c'est super le fun. J'ai vraiment hâte de lire ton livre. Il sort quand? Ben, là, dans les prochains mois, là, je suis à l'étape décision au niveau de l'édition et tout. En avant-première. Écoute, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme message? Moi, j'ai le goût de dire, on a toujours le choix, même quand on pense qu'on n'a pas le choix. Juste de penser qu'on a le choix, ça change tout. Parce que j'ai réalisé qu'on ne contrôle pas ce qui nous arrive tout le temps, mais on contrôle la façon dont on le prend. Et ça fait toute la différence du monde. Il nous arrive une mauvaise nouvelle, soit on décide de ruminer, d'être en colère et de rester dans cette énergie-là pendant 2 semaines, ça, c'est notre choix. Je comprends que ce qui nous est arrivé pour nous fâcher, ça ne l'était pas. Mais ce qu'on fait avec, ça l'est. Et quand on comprend qu'on a le choix, donc on peut prendre responsabilité de tout ce qui nous arrive, c'est une liberté extraordinaire. Et ça donne des ailes. Parce que moi, mon choix, ça a été de faire marcher 8D. Même si les odds étaient contre nous. Pour un venture cap, il y a une compagnie sur 10 qui va décoller. Les 9 autres et la majorité vont se planter. Moi, j'ai tout mis mes œufs dans le panier 8D Technologies. J'avais 10 % de chance théorique que ça fonctionne. Ce n'était pas un choix logique. Mais je ne me suis pas donné le choix de ne pas en faire un succès. Pour moi, ma décision qui m'appartenait, j'ai livré.
Et tout le monde m'a dit que ça ne fonctionnerait pas. La majorité pouvait avoir confiance en la fille, la confiance, le travail, etc. Mais qui aurait parié là-dessus? Pas mal moins. On a le choix. On a le choix. Sur ces mots inspirants, Isabelle, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci de nous avoir fait l'honneur. Et où est-ce qu'on peut en tout cas, le livre va être publié, j'imagine, dans tous les À l'international, il va sortir en anglais et en français parce que mon terrain de jeu demeure toujours international. Donc oui, ça va sortir en anglais et en français. Bon succès, j'ai vraiment hâte de lire ça. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ton temps. Merci, Amine.